Bonjour, nous sommes Noise Pulsion. Et on est sur BGP Music Live. Alors vous êtes Christelle et Cindy de Noise Pulsion. Donc si je résume bien, Noise Pulsion c'est une association qui a pour vocation de faire avancer les projets écologiques, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Noise Pulsion, c'est un collectif d'artistes qui sont engagés en faveur de l'écologie et de la solidarité. On a 4 actions qu'on propose, qui va être notre événement phare qui est recyclage de métal rouillé, qui est un événement itinérant qui permet de sensibiliser, de conscientiser et donner des bonnes idées sur la mise en pratique au quotidien d'actions écologiques grâce à un événement fun et musical autour du rock. On a Ala Manoucia qui est un programme d'éducation à l'écologie qu'on propose à destination de la jeunesse qui est inspiré d'actions et d'une pédagogie indonésienne, asiatique. Et on a aussi des interviews noiseurs qu'on propose où on va aller à la rencontre d'artistes ou d'artisans qui vont mettre en place des actions à leur échelle autour de l'écologie et comment ils utilisent l'art, la recycling, quel type d'action ils vont faire et mettre en place. Je pense par exemple aux ateliers Recycler Food qui ont réalisé et prototypé une machine qui permet de recycler, de retravailler le plastique jeté et qui ne peut pas être recyclé. Et en dernière action, on donne un coup de pouce au Hellfest en mobilisant des artistes de l'association pour faciliter l'accessibilité des personnes en situation de handicap au Hellfest. D'accord, et du coup ça en fait du travail. Oui. Petite question, donc vous parliez tout à l'heure d'être en relation avec une association à Bali. Pourquoi Bali? Pourquoi l'Indonésie? Pourquoi Bali? Pourquoi l'Indonésie? Je pense que c'est d'abord aussi une histoire d'amour entre un pays, la France et l'Indonésie. Et c'est en 2015 que j'ai fait mon premier voyage en Indonésie et j'ai été frappée par cette grosse problématique liée aux déchets qu'il y avait sur les plages. Deuxième voyage 2017, problématique liée sur la déforestation. Et j'ai été amenée à rencontrer un certain nombre d'artistes parce que là-bas ils ont une manière de vivre l'art, la musique d'une manière différente où ils fédèrent et ils arrivent à mobiliser leurs fans, leur foule pour développer des actions concrètes sur le terrain et d'une manière très solidaire. Je pense par exemple pendant le Covid, Aman, le chanteur de Jassab, qui a un groupe de métal, de death metal qui est situé à Java sur l'île, à Bandung sur l'île de Java, il a proposé en fait de nettoyer le Citarum, qui est le fleuve le plus pollué au monde, et donc il a mobilisé ses fans et leur a dit allez, on va remettre la main à la pâte et on va nettoyer la rivière. Ils ont nettoyé la rivière, ils ont mis sur les côtés, ils ont mis de la terre par-dessus, c'est reparti avec l'érosion. Mais l'action est là et l'idée c'est de se dire comment en fait en fédérant les forces, comment en passant de Bali et de Java aussi et sur d'autres îles comme Sumatra, comment on arrive en fait à fédérer et à faire passer des bons messages et à donner des bonnes outils, des bonnes pratiques pour pouvoir avoir un pays qui soit le plus propre possible. Et aussi, pour la petite anecdote, donc oui, l'Indonésie est un pays qui aime le métal et surtout son président qui s'appelle Joko Widodo. Et la première fois, en 2015, ça a été le premier homme qui a été issu du peuple, qui a été élu pour être président. Et là-bas, parce qu'avant c'était l'armée qui régnait. Et donc lui, il a été élu. Et quand il faisait sa campagne présidentielle en 2015, il avait son t-shirt d'ACDC et il était comme ça. Et maintenant, quand un gouverneur souhaite ou un ministre d'un autre pays souhaite le rencontrer, il lui apporte toujours en cadeau quelque chose lié au métal. Notamment, je pense au ministre néerlandais. Lui, il avait ramené le coffret dédicacé de Metallica en guise de cadeau. Voilà, de cadeau. Très sympa comme cadeau. Et alors du coup, vous avez beaucoup d'actions différentes. Est-ce que c'est pas compliqué de coordonner tout ça, de donner une sorte de cohérence, une ligne directrice à toutes ces actions? Alors la cohérence et la ligne directrice, je dirais que ce sera le do it yourself, l'aventure humaine et les valeurs qui peuvent être portées, qui vont être vraiment le partage, la solidarité. Et qu'en fait il y a des passerelles qui se font et de se dire que même si on n'est pas des gens qui sont connus, même si on n'a pas énormément d'argent, on peut quand même réaliser des choses ensemble. Okay. Et du coup justement quand on travaille en équipe, c'est là que j'interviens, moi, c'est qu'en fait je suis rentrée dans l'association avec cette idée première qui me disait le recyclage du métal rouillé au départ c'est une soirée où on fait intervenir des artistes qui sont engagés en fait
sur l'écologie. Et avec, il y a aussi tout un mode d'exposition où on met en avant en fait toute cette partie-là. Et cette année, la particularité, c'est que Cindy avait rencontré un groupe là-bas en Indonésie qui s'appelle Turtle Junior. Turtle Junior, c'est un groupe de punk assez connu, mais qui va venir en France pour la première fois. Et ils ont préparé cette chose-là. Et quand Cindy m'a dit, en fait, on fait date à Nantes, mais ils viennent 10 jours. Donc, ce qui serait bien, effectivement, ce serait de trouver d'autres dates. Je dis, bingo, on va travailler ensemble. Moi, je m'occupe de Merizon Prod. Et Merizon, effectivement, qui va être un des groupes aussi sur les plateaux. On a dit, on va travailler là-dessus. Et donc, le concept, il est assez clair. On va pas pouvoir parler du détail, mais on a tout est indiqué sur le site internet. C'est de dire, on va profiter en fait de la venue de Turtle Junior, qui sont un groupe punk engagé pour l'écologie. Avec, on va aussi avoir le représentant en fait du festival Trash Talk là-bas. Et ils ont besoin de sous. En fait, il leur faut 3 000 € pour faire fonctionner le festival. Et du coup, on a dit, on va faire un partenariat et du coup, on va créer des tournées. Et l'objectif en fait de la tournée, c'est d'avoir une visibilité des groupes engagés et d'avoir une visibilité sur les expositions de Noise et de Trash Talk, et en même temps pouvoir récolter des fonds. Et donc les fonds, effectivement, on va faire appel à des mécènes. Donc on a intégré dans le projet 3 axes, en fait, la musique, l'écologie par les associations et l'exposition, et les entreprises. Donc les entreprises qui sont, elles, engagées sur l'écologie, on leur demande en fait de devenir nos mécènes. On va les exposer et on va en parler sur chaque lieu de festival. Donc on va avoir la date à Nantes, effectivement, le 22. Après on va être à la Gapette, effectivement, à côté du Puy du Fou. On va avoir 5 groupes. Après ce sera La Rochelle et on va finir en fait à Petit Bain sur les quais de Seine le 29 juillet. Renaud de l'Ofofora est notre parrain. Et en fait on essaye de créer une dynamique qui va permettre d'avoir une vraie visibilité de ce qui se passe en Indonésie, de ce qui se passe chez Noise, de montrer en fait que les artistes peuvent être engagés, mais qu'on a aussi une problématique de fonds et de financement de tout ça, cette partie. Et donc vous aurez tous les infos sur Noise. N'hésitez pas à faire un tour parce que franchement, il y a de grandes chances pour qu'il y ait une date près de chez vous. Fin juillet, 22-29 si je ne pas le 22 juillet Nantes, 25 juillet la Gapette Puy du Fou, on va dire. Le 28 juillet c'est La Rochelle, au Crossrun, et le 29 juillet c'est Paris. Voilà, donc n'hésitez pas à y faire un tour, franchement ça va tuer. En plus il y a une exposition avant, il y a des tables rondes si je ne dis pas de bêtises. Alors les tables rondes on les fait en parallèle pour rechercher des mécènes. On fait intervenir les entreprises pour parler de la problématique en fait écologique, et on se rend compte que c'est la même problématique pour les artistes, pour les créateurs de festivals, pour les entreprises et les associations locales. Donc à partir du moment où on se dit qu'il y a quelque chose à faire pour la planète, on aime bien la musique, on est curieux, on vient sur les dates et il va se passer plein de choses. Surtout ce qui est difficile, question écologique, parce qu'on y est tous plus ou moins sensibles à un degré ou à un autre, ça nous touche quand même de près. Mais on entend tout et son contraire concernant les bons gestes à avoir, les bonnes pratiques, et du coup souvent on est un peu perdu. D'un côté on va nous dire la voiture électrique c'est bien, puis de l'autre côté on va dire c'est Satan. Donc alors c'est vrai qu'il y a un gros travail d'éducation à faire à ce niveau-là. Donc j'ai vu que vous vous adressez à la jeunesse. Est-ce que ce serait pas aussi intéressant de s'adresser à personnes plus... des adultes en fait. Avec recyclage de métal rouillé, c'est ce qu'on fait. Dans l'idée, c'est vraiment déjà de travailler sur la déculpabilisation. C'est-à-dire que, parce que c'est vrai que ce sont des enjeux qui sont assez grandioses, et on se dit ça va nous tomber dessus. On se sent complètement impuissant vis-à-vis de ça, et de montrer par des expositions, par les interviews qu'on peut faire, c'est de montrer qu'il y a des initiatives qui sont faites à petite échelle, et qu'en fait, tous à notre échelle, on peut réaliser des choses. Donc c'est vraiment de redonner de l'espoir, de se dire on est capable d'eux, et il y a des bonnes idées, des bonnes pratiques, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, que d'autres ont déjà expérimenté et qui marchent. Et c'est en essaimant vraiment les bonnes pratiques de pouvoir en fait dupliquer ce jeu. Par exemple, pour l'événement recyclage des métal rouillés, la difficulté qu'on a, c'est de se dire avoir le moins d'impact en termes écologiques sur le transport, comment on s'y prend, notamment quand on est une asso qui a peu de moyens. Parce que louer un car, ça coûte cher, prendre le train, ça coûte cher. Donc comment on s'organise? Donc système do it yourself avec du covoiturage, du partage, de faire des tournées qui sont locales. Travailler aussi sur notre merch aussi, quelle merch on va proposer, avec quelle entreprise locale on va proposer, quelle est sa réflexion pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Par exemple, on travaille avec Isocom qui eux font des badges. On se dit les badges c'est pas écologique, mais eux ils ont carrément créé un poste qui permet de dépioter les badges, qui
permet de remettre le papier dans le circuit, le faire dans le circuit de recyclage, etc. Et donc voilà, c'est d'inspirer, donner des belles initiatives. Et l'avantage, c'est que vous parlez beaucoup de do it yourself. L'avantage du do it yourself, c'est que justement, c'est onéreux, c'est économique. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est que oui, l'écologie, oui, il y a des solutions plus écologiques, mais c'est pas forcément abordable d'un point de vue financier. On nous dit manger bio, manger circuit court, et c'est souvent beaucoup plus cher. Donc c'est vrai qu'on est souvent à la recherche de gestes qui soient possibles, surtout avec l'inflation, c'est pas simple tous les jours pour tout le monde. D'où le message qu'on veut faire passer aux entreprises aujourd'hui. Les entreprises donnent beaucoup aux associations sportives, donnent beaucoup aux associations liées avec la maladie ou des choses comme ça. Le social. Voilà, ou le social. Et en fait, souvent, la partie concert et spectacle est un peu oubliée. Et on va donner un exemple très très précis. On a aujourd'hui, par exemple, l'écologie, elle passe aussi, par exemple, les toilettes sèches dans un festival. Les toilettes sèches, beaucoup de patrons de festivals voudraient mettre ça en place. La problématique, c'est qu'on a une problématique financière, c'est un peu comme le bio, ce que tu disais, effectivement. Aujourd'hui, mettre des toilettes sèches coûte plus cher que d'avoir des toilettes chimiques. Sauf que pour la planète, c'est pas bon. Mais si il y a une prise de conscience collective, une entreprise, par exemple, peut donner en défiscalisation à un festival, à une association comme nous, et grâce au fonds en fait de mécénat, ça permettrait d'avoir des fonds qui permettent de payer peut-être un peu plus cher. Et si tous les festivals se mettaient par exemple à utiliser les toilettes sèches partout, et d'un coup ça se démocratiserait et le prix des toilettes sèches baisserait indirectement, et c'est comme ça qu'on fait du bien à la planète en fait. Mais la problématique financière, elle commence par ça. Ouais, à bonne entendeur. Bah oui. Mais écoute, on va parler aussi un petit peu de l'autre partie de votre activité du coup. Donc là on est passé sur le côté écologique, là on va passer sur le côté accessibilité. Dans un festival comme ça qui a forcément plein de contraintes déjà de terrain, d'infrastructure, et comment on fait pour adapter tout ça Déjà, la première chose à faire, c'est écouter les festivaliers en situation de handicap. Comme un VIP, comme un festivalier lambda, en fait, ils ont des besoins spécifiques. Donc déjà, en écoutant la demande, on met en place un certain nombre de choses. Moi, je suis bénévole sur le dispositif depuis 2010. Donc, on a commencé, on était 5. Et maintenant, on est 65. J'ai repris la responsabilité fin 2018. Et on a vraiment monté en gap grâce notamment au mécénat qu'on a rajouté, qui a permis d'investir dans du matériel. Juste déjà, pour pouvoir faire un cheminement qui partirait du LCT juste au camping, ça vaut, si on achète ce cheminement-là, qui soit durable, 110 000 €. C'est un coût énorme. L'infrastructure d'accessibilité coûte très cher. On a mis en place en fait un accueil pour les personnes en situation de handicap. On fait de la pose de bracelets, on leur fournit un macaron qui leur permet d'avoir accès aux autres services adaptés, notamment le coup de fil, l'accès au parking. On a des plateformes qui sont devant chaque scène et on a aussi mis en place un système d'accès rapide à côté quand on rentre en fait à l'entrée du festival. Sur la gauche, il y a des coups de fil qui permettent d'éviter les longues heures d'attente et de queue. Pareil, en dur, sur le festival, il y a énormément de cheminements qui ont été faits en béton. Que ce soit plus simple pour que ce soit beaucoup plus simple et facile d'accéder. En gros, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de Noise Impulsion, il y a un travail sur la collaboration, la coordination et la mobilisation des bénévoles et leur formation en partenariat avec des associations locales. On les prépare pour pouvoir aussi les fidéliser parce qu'il faut être formé derrière, il faut que ça puisse chaque année apporter. Et ensuite, on a c'est chaud. C'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement large. Mais on a toujours cette problème financière. Donc on a des gros mécènes. Il y a des gros mécènes pour le PMR, c'est ça qui est important. Mais il faut venir nous voir, ceux qui sont sur le festival ou autre. Voilà, ils peuvent aller voir les PMR, même quand on n'est pas PMR. On peut aller voir. Ça permet d'avoir une belle sensibilisation à ce Est-ce que c'est toutes les infrastructures PMR, c'est vraiment destiné uniquement par exemple aux handicapés, on va dire permanents, ou par exemple quelqu'un qui se serait éclaté la jambe juste avant le festival et s'il a le droit d'y accéder aussi? Alors on a plusieurs typologies de handicap. Donc c'est d'abord prioritairement aux personnes qui sont en situation de handicap, mais après il y a aussi des handicaps temporaires qu'il faut prendre en compte. Donc quelqu'un qui s'est cassé la jambe, pour l'avoir vécu, je me suis fait mal casser la cheville, forcément on a besoin d'aide. Donc, en gros, on a plusieurs typologies de personnes en situation de handicap qu'on accueille. On a tout ce qui
va être handicap moteur, donc ça va être en fauteuil mal marchant, handicap auditif. Donc on a des gilets vibrants qu'on leur met à disposition pour ressentir et vivre l'expérience Hellfest. On va avoir des personnes qui ont une problématique visuelle aussi. Donc là c'est un peu plus compliqué sur des infrastructures aussi grandes de pouvoir organiser ça. Et après tout ce qui va être handicap psychique et intellectuel. Okay. On invite tous les festivaliers, je vais tout à l'heure, tous les festivaliers, il faut qu'ils gagnent au PMR. Okay. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter pour la fin? On accueille 1300 festivaliers en tout cas sur notre dispositif et on fait partie des festivals les plus inclusifs de France. Ok, bah écoutez, félicitations et j'espère que ça continuera dans le bon sens. Merci pour votre temps, Sia. Et bah, c'était un plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas à passer au stand PMR et aller sur le site Noise Impulsion si vous avez plus d'informations. Merci beaucoup.